Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Luc Latulippe qui vient nous parler de Dehors, Serge Dehors, un film documentaire à la recherche de l'acteur québécois Serge Thériault. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, le bruit environnemental. Notre collaboratrice Ève Cardinal est aussi des nôtres, elle nous parle de traits de personnalité hypersensibles. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce. Je suis en compagnie de mon invité, Pierre-Luc Latulippe. Bonjour, M. Latulippe. Bonjour. Bonjour, vous êtes réalisateur du documentaire Dehors, Serge Dehors. Un documentaire qui me fascine. On va apprendre à le connaître. Comment on peut le présenter? Comment on peut faire peut-être le résumé de ce documentaire-là? Oui, bien en fait, le film raconte l'histoire là, de Anna, en fait, qui est la conjointe de Serge Thériault, le comédien, qui a un petit peu disparu de l'environnement médiatique des dernières années. Ouais, là, qui est très connu, là, acteur, La Petite Vie, entre autres, là, peut-être le rôle le plus marquant, mais il a fait beaucoup de très bons rôles aussi. Là, alors, effectivement. Tout à fait. Puis, dans le fond, le film raconte le point de vue d'Anna et ses voisins. En fait, que Serge habite dans une espèce de bungalow, mais il y a des voisins en dessous de chez lui. Et le film raconte l'entraide entre sa conjointe et les voisins pour tenter d'aider Serge finalement à sortir de chez lui parce que ça fait au-dessus de 6 ans qu'il est enfermé chez lui. En fait. Et c'est une problématique de santé mentale qu'on nous dit. Parce qu'effectivement, je me posais la question, c'est quand j'ai eu l'information que le documentaire a été créé, je me posais la question récemment, je me disais, il est où Serge Thériault? Parce que c'est un très bon comédien, puis c'est rare qu'un bon comédien comme ça ne refait pas des films ou des séries ou peu importe. Ouais. Alors c'est quand même inquiétant, mais on sait au moins qu'il est... les gens s'occupent de lui, son entourage est là. Oui, bien en fait, nous, c'est justement un petit peu l'idée de base du projet. Là. On s'était questionné, moi et Martin Fournier, le co-réalisateur, sur ce qui était devenu Serge Thériault. Je parle de ça fait au-dessus de 4-5 ans qu'on se questionnait là-dessus, puis on est parti un petit peu par curiosité. En fait, on s'est dit, essayons d'aller le voir, peut-être le rencontrer, peut-être qu'il pourrait accepter de nous rencontrer, puis comme on est deux cinéastes qui font du documentaire, on s'est dit peut-être que ce serait le fun de faire une entrevue avec lui, peut-être qu'il y aurait peut-être un film sur son histoire, sur ce qui est devenu, pourquoi il a disparu des médias. Parce que ça n'a pas trop été connu, pourquoi? On a comme du jour au lendemain, on ne le voyait plus, c'est ça. Là. Exactement. Ben, en fait, nous, on est tombé sur un article d'André Ducharme, un journaliste, qui racontait un petit peu en quelques lignes ce qui est arrivé à Serge, mais surtout, son article était vraiment comme un cri du cœur, en fait, pour qu'il revienne parmi nous, un petit peu. Puis ça nous avait beaucoup touché, la lecture de cet article-là. Donc, on est comme parti à sa recherche. Ça a été très long quand même, au-dessus d'1 an, à chercher un petit peu où ce qu'il habitait, où est-ce qu'il résidait. On a eu quelques contacts de des proches et tout. Puis finalement, on a réussi à trouver sa demeure. Ouais. Puis la première personne qu'on a rencontrée, en fait, en essayant d'aller voir Serge, on avait même une plante avec nous pour pouvoir y donner, puis peut-être avec des mots d'encouragement, puis à savoir si c'est possible, exactement, de le rencontrer, de lui parler. Et on est tombé sur sa conjointe, elle était dehors, elle prenait un café, c'était un samedi matin ensoleillé durant l'été, puis elle nous a dit tout gentiment que c'était impossible de le rencontrer, il n'était pas dans un état pour rencontrer personne, et que ça faisait très longtemps qu'il sortait pas de chez lui. Il sortait pas du tout, là, c'est ça. Puis ça, avant la pandémie, là, ça date de longtemps, de plusieurs années, là, effectivement. Puis c'est sa conjointe qui s'appelle Anna, en fait, qui nous a beaucoup touchés face à cette situation-là. Elle nous a expliqué qu'elle s'occupait de lui depuis très longtemps. Puis on est resté en contact. Ça a duré peut-être pendant 1 an, ce contact-là, nos échanges. On lui posait des questions. On essayait de voir comment elle allait. On cherchait avec elle un petit peu une manière de... Moi et Martin, on cherchait une façon peut-être de l'aider, de trouver quelque chose pour pouvoir la sortir de cette situation-là, aider Serge, peut-être l'aider elle aussi, parce qu'on la sentait aussi un petit peu désemparée, puis très, très fatiguée. Hein. On sentait qu'elle avait peut-être un poids sur ses épaules, mais elle gardait quand même toujours le sourire. Ouais. Mais est-ce que c'était déjà prévu que vous alliez faire un documentaire ou vous ne saviez pas trop ça allait donner quoi? On ne savait pas trop, en fait. Dans cette période-là, on essayait de tourner d'autres projets, puis ça a plus ou moins marché. Puis un jour, on s'est dit avec Anna, en discutant avec elle, et si on essaie de faire un film sur toi? Et justement, en même temps, on a comme rencontré les voisins aussi, qui étaient les seuls contacts aussi avec Serge, en plus de sa conjointe. Si on faisait un film sur toi, Anna et Robert Jolande, les voisins,
qui tente peut-être de l'aider, puis en même temps, le film serait comme un cri du cœur, un message d'amour, pour raconter une situation, puis en même temps les mettre aux yeux du monde, mais en même temps aussi être dans un sentiment d'espoir puis de bienveillance. Là, on voulait pas non plus creuser trop dans le drame. Là, on voulait aussi que peut-être son histoire se sache, puis peut-être que même justement les Québécois ou les gens qui vont être touchés par le projet, mais ils vont peut-être vouloir aussi aider ou lui envoyer de l'amour, là, finalement. Et c'est toujours délicat parce que, dans le fond, on se dit, est-ce que les gens vont être ouverts à ça? Sa conjointe, entre autres, parce que lui, vous n'avez pas pu lui parler à ce moment-là, dans les débuts. Donc, c'est un peu... ça demande comme un peu pas de la pudeur, mais il y a quelque chose qui est difficile là-dessus, d'arriver et de dire, on veut faire ça, mais c'est dans le bon sens qu'on veut faire ça. On veut pas être voyeur, on veut plus être... faire en sorte que un peu rendre hommage, peut-être, à Serge Thériault, là. Tout à fait. En fait, tout le long du tournage qui s'est étalé sur 1 an, ça a été beaucoup des questionnements. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on va trop loin? Mais en même temps, on s'est toujours dit, on a toujours essayé de garder une lumière, puis en même temps, on essaie de ne pas revenir non plus sur... on n'a pas essayé de creuser trop profondément peut-être les problèmes que Serge avait ou que Anna a eu, ou des choses. On essaie toujours de garder un certain espoir. Dans le film, on voit les voisins aller porter des choses à Serge. Et tous ensemble, dans la majorité du film se déroule dans la cuisine. Ils cherchent des solutions pour pouvoir peut-être l'aider, appeler des médecins. Il semble être entouré, il semble être entouré, Serge Thériault, de gens bons, d'avoir des gens vraiment... moi, c'est ce que j'ai vu une partie du documentaire, puis je remarquais que les gens sont... On a l'impression qu'ils l'aiment vraiment, puis ils veulent vraiment faire quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait, puis c'est le sujet au final du film, parce que c'est ça aussi qui nous a le plus touchés. Puis je pense qu'il nous a vraiment déclenché en nous l'idée de faire ce film-là, puis de montrer cette histoire-là. C'est justement l'entraide, en fait, des gens, des voisins, qui peut-être toute l'énergie, le temps qu'ils donnent pour pouvoir aider Serge, finalement. Et ça très beau. Oui, ça peut toucher beaucoup de monde. Je pense qu'à quelque part, c'est quelqu'un de connu. Donc, c'est vrai que la santé mentale, on a à conjuguer avec nos voisins. Puis des fois, c'est juste peut-être un petit coup de main qui peut faire en sorte que la personne va comme prendre espoir, puis elle sent qu'elle n'est pas seule. Fait que je trouve que c'est un beau message aussi. Puis le style documentaire, moi, personnellement, j'aime beaucoup ça, parce que je trouve que c'est un portrait. C'est comme c'est presque dans l'histoire, il y a quelque chose qui se place, puis on peut revoir ça, ce film-là, dans 10 ans, dans 20 ans, puis il y a quelque chose de beau, parce que c'est, je sais pas, il y a comme un marqueur il y a une photo, là, quelque chose. Je trouve ça tellement intéressant, puis je trouve que c'est très vrai aussi, parce que c'est pas des comédiens, donc c'est des gens qui, on assiste à leur démarche, mais on est comme un peu... on est témoin de ça, mais on s'immisce un peu dans l'atmosphère de leur logement. Je pense que c'est intéressant. Hein? Ouais, puis le film, en fait, on a essayé de tourner quand même avec une certaine distance pour pas aller... pour garder une espèce de dignité au personnage. Ouais. Donc, on tournait la caméra très statique, il y a beaucoup de silence dans le film. On est vraiment beaucoup dans une position d'écoute, plus que aussi d'essayer de pousser des choses ou de vouloir recueillir des choses. Là. Fait que on essaie de manipuler le moins possible, c'est sûr, de moins contrôler, là, mais même si avec les aléas du tournage, des fois on n'a pas le choix, tu pars la caméra, il y a du son, il y a de l'éclairage. Mais ouais, c'est dans un sentiment d'écoute que le film s'est fait, puis sans aussi de pression à savoir peut-être Serge va sortir ou il sortira pas, est-ce qu'on va trouver une fin, on a comme décidé de tourner une fois de temps en temps sur 1 an pour voir ce que ça allait donner, puis tranquillement, on a senti un petit peu l'espoir ou des jours meilleurs, en fait. Et ça s'est fait sur un bon bout de temps, c'est ça, parce que dans le fond, la démarche au départ, puis ensuite le tournage, ça remonte quand même à quelques années. Oui, mais tout à fait. Donc vous avez pris votre temps, c'était pas un projet où on va rusher les choses. Non, c'est plus. Pas du tout. Puis est-ce que c'était la première fois que vous faisiez autant, vous que l'autre réalisateur, un projet de documentaire? En fait, c'est notre 2e documentaire ensemble. Tout juste avant, ça a sorti quand même en 2015, on a fait un long métrage qui s'appelle Manoir, qui traite aussi de la maladie mentale, mais d'un point de vue, en fait, on va plus dire des gens qui sont réellement atteints de certaines problématiques. Qui était dans un lieu, en fait, qui est un ancien motel, transformé en résidence. En fait, c'est un endroit où une espèce d'hébergement court ou longue durée pour les gens qui en ont besoin. Puis il y avait un peu d'intervenants, mais pas beaucoup. Puis il y avait une petite cafétéria et tout. Fait que il y avait une espèce de communauté qui s'était créée dans l'endroit. Puis on l'a documenté sur
sur beaucoup d'années. Vous n'êtes pas vous me disiez avant d'entrer en nombre, vous n'êtes pas des spécialistes de la santé mentale, mais est-ce que ça vous a quand même amené quelque chose? Est-ce que vous avez comme mieux compris peut-être certaines problématiques, puis avez-vous été comme plus, je dirais pas éduqué, mais en tout cas informé sur la santé mentale? Est-ce que ça vous a amené comme d'autres informations? Oui, je dois dire que Martin Fournier, en fait, qu'avec moi, il est étudiant en psychologie, puis il était travailleur social dans une autre vie avant. Il était cinéaste, dont Le Manoir vient un petit peu de son plus quand il a commencé après son étude, son expérience. Mais en fait, moi, je suis arrivé, puis je pense que ça va au-delà de la santé mentale. En fait, c'est de rencontrer des gens, en fait, des êtres humains qui peuvent vivre des choses que nous, on vit pas. Puis aussi, c'est un sentiment aussi d'égal à égal. Je pense que les films, on les trouvait beaux, on les trouvait attachants, on les trouvait vrais. Là, je parle ce soir de Manoir parce qu'il y avait un petit peu plus de problématiques graves. En fait, puis on en apprend aussi sur nous, en fait, à travers eux. Puis c'est ça aussi qui nous a le plus touchés. Mais tu sais, les deux projets, c'est sûr, comme je disais un petit peu plus pour Manoir, en fait, c'est un espèce de sentiment de se mettre à leur hauteur, sans jugement, d'être à l'écoute, en fait. C'est beaucoup ça qu'on a... Pour l'acteur Serge Thériault, ses collègues, il a travaillé avec plein de gens, là, puis est-ce qu'il s'inquiétait? Parce qu'il y a eu un article, mais j'imagine les gens ne le voient pas dans le milieu, ça doit se parler. Je sais pas, aviez-vous comme d'autres sons de cloche là, avant d'avoir lu cet article-là? Est-ce que ça se parlait? Parce que moi, j'en ai comme pas entendu parler. Non, vraiment pas beaucoup. C'est sûr qu'on sait qu'il y a des gens très très proches de Serge, on va essayer de l'aider depuis des années. Mais on n'a pas creusé non plus trop dans son passé. On voulait vraiment pas... ressortir des choses ou se mettre à dos des gens ou quoi que ce soit. On voulait vraiment rester dans le présent, dans ce qu'on a vu, vécu finalement, parce que un tournage documentaire, c'est aussi comme une aventure. Finalement, en étant là sur une année à filmer à notre rythme sans finalement date de sortie, on savait pas du tout ce que le projet pouvait aller, on n'avait aucune attente. Fait que, on s'est laissé guider par ce qui se déroulait devant nos yeux. J'imagine qu'il y a plus de latitude aussi dans un projet documentaire qu'un film. Un film, souvent, c'est tel budget, puis il faut que ça... c'est plus rigide. Oui, c'est quelque chose qu'on aime rester en petite équipe. Moi, je fais la prise de son. On a toujours un caméraman avec nous. Fait qu'on est une petite équipe de 3 personnes. On s'échange. On fait des journées comme on veut. Ça peut être des 4 heures, des 8 heures, 1 heure. Une fois de temps en temps, il n'y a aucune pression. Puis, on veut rester indépendant. Puis... Et quand vous avez fait le documentaire, donc, il y avait autant sa conjointe, surtout sa conjointe, c'est peut-être la principale concernée, parce qu'elle vit avec. Elle vit avec Serge, donc elle connaît au quotidien. Donc, elle a tout de suite accepté, j'imagine. Elle était contente du projet. Oui, ça a été quand même long. Ça a été au tout début, en fait, on essaie d'y en parler, puis il n'était pas trop sûr. Puis finalement, de rencontre en rencontre, elle s'est rendue compte que peut-être que ce serait une façon à elle de pouvoir aussi exprimer son point de vue. Puis en même temps, vraiment parler de ce qu'elle vit. Parce que ça a été aussi une des découvertes de notre côté. C'était quelque chose qu'on était plus ou moins au courant. On entend beaucoup... On a beaucoup d'informations souvent sur les gens qui souffrent, mais les gens autour de cette personne-là, en fait, c'est quelque chose aussi ça peut avoir autant d'impact, en fait. Eux aussi vivent la maladie mentale. Exactement, au quotidien, voir quelqu'un changer, avoir des hauts, des bas, tout ça, fait que c'est quelque chose aussi qui nous a touchés, en fait. En terminant, j'aimerais ça qu'on puisse mentionner peut-être comment en savoir plus, parce que la diffusion, ça évolue toujours, là, la diffusion du film, ça, donc comment on peut savoir les dernières nouvelles, où est-ce qu'on peut le voir, comment on peut... en fait, le film a une page Facebook. C'est ça, c'est peut-être la meilleure endroit. Taper sur Facebook Dehors, Serge Dehors. Et un site web aussi. Le titre est très beau aussi, là, parce que dans le fond, c'est ça. On veut que Serge revienne dans la société. Oui, tout à fait. C'est un petit peu un petit hommage à ce que Claude Meunier disait à la fin de leur spectacle, Dehors, mon public, dehors. Oui, c'est ça, quelque chose qu'on trouvait beau. Puis en même temps, les 3 accords nous ont fait une chanson pour le film. OK. Puis c'est le refrain, en fait. Ah, c'est génial. Chanson. Merci beaucoup. C'est vraiment super. On va vraiment le voir. Moi, j'ai hâte de revoir. J'ai vu un bout, mais je veux vraiment le revoir. J'ai comme accroché beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Luc Latulippe. Merci pour l'invitation. Réalisateur du documentaire Dehors, Serge Dehors. Cherchez ça et puis vous allez trouver. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Libérez le poète en vous en 280 caractères. Exprimez-vous sur Twitter à Folie Douce Radio. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, le bruit environnemental. Oui, le bruit environnemental. S'il y a quelque chose qui peut être stressant, puis... c'est le bruit.
usant, si je peux dire, pour la santé mentale, c'est bien le bruit environnemental et le bruit aussi qu'on peut appeler le bruit de voisinage, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et je me suis rendu compte récemment que depuis que je suis jeune, ça me dérange le bruit, c'est parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... C'est pas tout le monde, là, mais il y a des gens qui ont plus de sensibilité au bruit. Ben, sais-tu, je pense que finalement, là, ça dérange tout le monde. Pas mal. Non, mais il y en a qui peuvent comme faire avec, là, mais moi, j'ai de plus en plus de difficulté avec le bruit. Là. Oui, mais de toute façon, je suis allé sur un site gouvernemental qui est msss.gouv.qc.ca. C'est un site gouvernemental, oui, parce que il y a une partie du gouvernement. En fait, il y a plusieurs paliers de gouvernement qui s'occupent de gérer. La gestion du bruit, si on peut appeler ça comme ça. Oui, parce que ça inclut aussi des milieux de travail, effectivement. Exactement. Il y a du bruit qui n'est pas nécessaire où on peut, en tout cas, diminuer le bruit. Là. Exactement, oui. Ça. Alors, ce qu'on nous dit, tout d'abord, qu'est-ce que le bruit environnemental? On nous dit d'abord, il faut savoir que tous les sons perçus par l'oreille ne sont pas du bruit. Les sons sont nécessaires pour communiquer et repérer les dangers. C'est lorsque le son est jugé indésirable ou lorsque sa puissance est assez grande pour être dangereuse pour la santé qu'il est considéré comme du bruit. Tout bruit est dit environnemental à l'exception du bruit en milieu de travail. Deuxièmement, quelles sont les principales sources de bruit environnemental? Quotidiennement, la population du Québec est exposée au bruit environnemental. Celui-ci provient de nombreuses activités humaines, dont la circulation, c'est-à-dire le trafic des routes, les trains, les avions, etc. Il y a les fameux travaux et chantiers de construction. Ouais, ça c'est fatigant, solide. Là. Ça peut être... Surtout pour les gens qui restent proches. Ça c'est fatigant. Moi, j'habite dans le plateau. Puis il y en a souvent des... on a l'impression que ça fait 800 ans qu'ils font les mêmes rues. Là, exactement, oui. Il y a aussi des activités industrielles et agricoles, comme par exemple les usines ou les carrières. Il y a les activités commerciales, comme les camions de livraison, les bars, ce genre... Les fêtards là, qui sortent un peu éméchés. Oui, si on veut, oui. Il y a des activités culturelles aussi, ou les activités de loisirs et de sport, comme les spectacles ou les véhicules hors route, on pourrait dire aussi les courses automobiles à l'occasion. Il faut dire que ça dépend aussi du moment de la journée. Je veux dire, il y a un bruit à 2 heures l'après-midi, c'est pas comme un bruit à 2 heures du matin. Là. Exactement, oui. C'est pas perçu de la même façon. Oui. Et il y a aussi des activités de voisinage, comme par exemple les thermopompes, les tontes de pelouse à toutes sortes d'heures. Il y a des parties, il y a les animaux, dont les fameux chiens qui jappent sans arrêt. Ben oui. Au cours des dernières décennies, on ajoute la croissance de la population et de l'urbanisation a entraîné une intensification du bruit environnemental et une diversification des sources de bruit. Ces augmentations sont particulièrement observées dans les zones plus densément peuplées où ces phénomènes progressent plus rapidement. En milieu rural, de nouvelles sources de bruit sont apparues ou occupent davantage de territoire, comme par exemple les véhicules tout-terrain, les éoliennes aussi. Le bruit environnemental est également présent sur une plus longue période de temps. Les moments plus calmes qui offrent du répit et du repos sont devenus de plus en plus courts. L'augmentation du bruit environnemental sur le territoire touche aussi les espaces naturels calmes comme les parcs et les zones de conservation. Oui. Ça nous prend ça. En fait, ça nous prend des endroits, des fois, pour juste se déconnecter un petit peu du bruit ambiant. Là. Ça devient de plus en plus difficile d'en trouver, par exemple. À Montréal, on est chanceux, on a quand même des beaux parcs. Là, puis le Mont-Royal, entre autres, on peut s'évader un peu. Là. C'est pas de refus, des fois. Là. Troisième point, quelles sont les conséquences du bruit environnemental? Lorsque l'exposition au bruit environnemental est répétitive ou chronique, le bruit peut avoir des conséquences sur la santé. De plus, l'oreille n'ayant pas de paupières, la perception des sons est en fonction 24 heures par jour. Les effets du bruit environnemental sur la santé et la qualité de vie ne sont pas qu'immédiats ou temporaires. Ils peuvent se prolonger même après que l'exposition au bruit ait cessé. On dirait que ça nous reste dans la tête. Ouais. Et je dirais peut-être que le bruit aussi est moins prévisible et peut-être plus stressant. Tu sais, le bruit, on s'attend à ce qu'il y ait un certain bruit pendant un bout de temps, mais quand quelque chose arrive un peu de façon instantanée, ça doit... Ça en est un facteur. Tu vas voir qu'on en parle plus loin. Maintenant, les conséquences sur la santé.
plus exactement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le dérangement a un effet sur la santé et la qualité de vie des populations, même s'il n'est pas une maladie comme telle. Le bruit environnemental est aussi associé à plusieurs effets sur la santé physique, comme les perturbations et troubles du sommeil, les maladies cardiovasculaires, les pertes d'audition et les acouphènes, qui sont des bourdonnements et des sifflements dans les oreilles. À force d'être exposé à des bruits, c'est ça, effectivement, des gens développent des acouphènes. Là. Exactement. C'est pas drôle. Là. Oui. Le bruit environnemental, tant d'origine extérieure qu'intérieure, affecte également le milieu scolaire. La difficulté à bien comprendre l'enseignant peut causer des retards de lecture et des problèmes de mémoire à long terme aux élèves, surtout les plus jeunes. Ouais. L'OMS a étudié l'impact de certaines conséquences du bruit sur la santé. Les pertes en santé et en qualité de vie seraient au 2e rang des risques environnementaux les plus importants après la pollution de l'air. OK, quand même. Chose que j'ignorais. Moi aussi, effectivement. Si on parle du dérangement au Québec en particulier, une enquête du ministère de la Santé a déjà permis d'évaluer le dérangement de la population âgée de 15 ans et plus au Québec. Mais j'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. On va poursuivre à l'Espresso allongé plus tard. Donc, le bruit environnemental demeurer des nôtres. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Ève Cardinal nous parle dans sa chronique de traits de personnalité hypersensible. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet, le bruit environnemental. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet. C'est avec joie que j'accueille Ève Cardinal. Bonjour Ève. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, ta chronique, tu vas nous parler du trait de personnalité hypersensible. Ça m'intéresse, puis je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en fait. Bien, hypersensitif ou hyper émotif. Souvent, bon, ça arrive, on voit quelqu'un, on dit, bon, elle pleure encore devant un film d'amour, ou elle est douillette, ou il est douillet, ou émotif. Très sensible, ça, ouais. Oui, tout à fait. Mais ce qui arrive avec ce trait de personnalité-là, d'abord, c'est pas une maladie mentale là, en soi, là, dans le DSM-5, c'est pas catégorisé comme une maladie, mais plutôt un trait de personnalité. Okay. Mais l'hypersensibilité, c'est plus que de l'émotivité. Donc, ça peut être de l'émotivité aussi sensorielle, olfactive, auditive, immédiate ou retardée. Alors, il y a plusieurs caractéristiques, puis on va voir ensemble là, d'une personne hypersensible. En fait, ça peut être une grande qualité, mais des fois, ça peut... pas être un défaut, mais ça peut avoir un impact, là, si on veut, sur certaines situations ou certaines problématiques, si on veut, au niveau de la santé mentale. Ça peut être handicapant d'être hypersensible. Comme tu dis, ça peut être une belle qualité. Là. Les gens qui ont beaucoup de sensibilité, sont plus ouverts aux autres, puis ils sont prêts à aider. Puis tout ça. Fait que je pense qu'il faut le prendre du bon côté, puis peut-être qu'il faut le canaliser si on est une personne comme ça. Mais c'est sûrement ce qu'on va voir plus tard ensemble. Mais oui, en effet, tu as raison. En fait, il faut le canaliser là, de façon positive. Et puis, ça peut devenir là, un atout exceptionnel. Et puis, en même temps, on va le voir tantôt aussi, là, il y a différents moyens, en fait, de gérer aussi des fois son hypersensibilité selon les situations. Donc, voilà. Et comme tu dis, c'est pas comme telle une maladie mentale qui n'est pas répertoriée, c'est pas un diagnostic, c'est plus un état d'être, dans le fond, que les gens peuvent ressentir, puis peuvent peut-être en souffrir, mais peuvent aussi en tirer bénéfice. Hein. Tout à fait. C'est comme on l'a dit, là, c'est vraiment un trait de personnalité là, qui peut devenir un atout, mais qui peut, là, on ne se répétera pas, mais qui peut en fait aussi avoir des conséquences là, des fois sur la vie quotidienne, notamment au travail. Oui, c'est vrai. Alors, l'hypersensibilité, ça provient de quoi? Une personne hypersensible, c'est souvent quelqu'un de très délicat, de très empathique avec tout ce qui l'entoure. Donc, cette personne-là va prendre pour elle souvent tout ce qui la touche. On appelle ça un peu une personnalité éponge. Et d'où est-ce que ça provient? Bien, c'est un trait de personnalité qui vient souvent de l'éducation, de l'enfance, de circonstances de la vie aussi. Et souvent aussi, c'est ce qui est intéressant là, pour les parents là,
là, qui nous écoutent, souvent un enfant qui est surdoué va être particulièrement hypersensible. Donc, c'est tout ce qui touche un peu la personne d'un point de vue extérieur. Elle va le prendre sur elle. Souvent, elle va devenir plus anxieuse, plus propice, disons, aux réactions des autres. Donc, c'est vraiment... la sensibilité, en fait, peut faire en sorte là, qu'on devient... on a des émotions qui peuvent être exacerbées selon les situations. Donc, on peut prendre les choses un petit peu plus avec intensité, ce qui peut fragiliser là, l'individu là, dans son rapport, des fois même avec les autres. Oui. Est-ce que c'est assez connu? Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est connu. Puis, y a-t-il une façon de savoir si on est hypersensible? Je ne sais pas si... Tu as sûrement vu dans tes recherches que on peut mieux se connaître, en fait. C'est toujours la clé un peu, de mieux se connaître. On apprend à mieux vivre avec soi-même. Bien, absolument. Et puis, en fait, des tests là, qui peuvent prouver une certaine hypersensibilité. Là, des fois, si on va consulter, ou même en s'analysant soi-même, hein, comme tu dis, en se connaissant soi-même. Donc, souvent, pour valider une hypersensibilité, on va évaluer nos réactions en fonction de nos 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue, comme on les connaît. Et parmi les questions suivantes qu'on peut se poser... souvent, les gens qui sont hypersensibles vont être plus réactifs au son, vont être plus réactifs aux réactions des autres. Donc, il faut analyser qu'est-ce qui est dans l'environnement qui nous touche particulièrement. Donc, c'est une façon aussi de s'évaluer et puis de voir aussi qu'est-ce qu'on supporte moins, qu'est-ce qu'on arrive moins à supporter là, de notre entourage, mais pas dans le sens qu'on ne supporte pas notre entourage, mais dans des situations. Ouais. Par exemple, on est au travail, puis on voit des collègues là, qui ont un froid ou qui, entre guillemets, s'engueulent, si on veut. Donc, la personne hypersensible, même si elle n'a aucun lien avec ce qui se passe dans l'entourage, va le prendre sur elle. Donc, va être affectée plus peut-être que la moyenne là, au niveau de ce qui se passe dans son entourage. Ou, par exemple, une remarque plus négative d'un patron ou d'un collègue va affecter la personne qui est hypersensible. Donc, c'est s'évaluer soi-même puis de voir là, en fonction là, de ses réactions. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'hypersensibles? Quand tu parles, je me dis que c'est pas juste un gros tout, là. Il y a plusieurs types de personnes. Absolument. Et souvent, là, on identifie les personnes qui sont hypersensibles à des gens qui sont plutôt introvertis, mais c'est vraiment pas toujours le cas. Donc, on a 4 types là, qu'on peut recenser de caractères, là, si on veut, hypersensibles. Donc, on a les délicats réservés. Donc, qui sont plus introvertis. On a les fonceurs charismatiques, hein, donc souvent, ce sont des artistes ou même des leaders, mais qui vont beaucoup s'imprégner des autres pour s'inspirer là, de certaines situations. Donc, même ça peut être des coachs de vie, des gens qui animent des conférences, etc. Sinon, on a les compatissants découragés, donc qui sont plus, disons, à l'écoute des autres, mais qui des fois se découragent facilement en voyant certaines situations qui peuvent les toucher. Ça leur pèse un peu plus peut-être que les autres, c'est ça? Oui, exactement. Puis on a les protecteurs, hein? Donc les protecteurs qui veulent justement, entre guillemets, là, sauver le monde, mais qui prennent beaucoup sur eux par rapport à la situation des autres, qui même des fois ça les concerne pas, mais qui ont ça à cœur. Donc c'est aussi une énorme qualité, hein, parce que ce sont des personnes qui sont très empathiques. On est en conversation avec Ève Cardinal. On parle du trait de personnalité hypersensible. Tu parlais tantôt, Ève, du phénomène un peu, en fait, la personne qui est éponge ou en tout cas qui absorbe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, en fait, qui absorbe toutes les situations, même qui est au niveau là, physique, psychologique, mais qui absorbe beaucoup les situations autour de lui. Et bon, souvent, l'hypersensible est empathique, très artistique, peut devenir nerveux et angoissé, va être à l'écoute des autres, mais peut-être entre guillemets, un peu trop. Donc, tu sais, au niveau d'une éponge, là, comme on dit, la personne aussi hypersensible va très fréquemment être perfectionniste, peut-être distrait, hein, parce que quand on absorbe tout autour de soi, on peut devenir distrait, donc manquer de focus par rapport à une tâche à accomplir, parce que finalement, on est sensible à tout ce qu'il y a autour de soi. Et comme je le disais, là, c'est vraiment pas une maladie, mais c'est un trait de personnalité. Oui. Évidemment, à chaque fois qu'on fait des chroniques, que toi ou d'autres chroniqueurs font des chroniques, on essaie toujours, on présente
présente le trouble, entre guillemets, qui est une certaine... ça peut être handicapant, mais il y a aussi toujours des solutions. On essaie toujours d'avoir quand même des pistes de solutions, les gens qui se reconnaîtraient ou les gens qui connaissent quelqu'un qui pourrait avoir ce trait de caractère-là. Quelles sont-elles? Ou il y en a certainement des pistes de solutions? Bien, absolument. Donc, en premier lieu, de cultiver ses émotions, d'être à l'écoute de ses émotions. Qu'est-ce qui m'affecte? Qu'est-ce qui me touche particulièrement? Comment je peux transposer ça en énergie, pas négative, pardon, positive autour de moi? Ça, c'est une chose. C'est s'apprivoiser et apprivoiser les relations aussi qu'on a avec les autres. C'est se connaître et connaître, voir quelles sont ses limites, quelles sont les réactions. Et arrêter de se dire que, justement, c'est un défaut. Alors, le meilleur moyen pour apprendre à gérer son hypersensibilité aussi, ça peut être de consulter un psychologue quand ça devient trop ou qu'il y a des circonstances de la vie qui font en sorte qu'on vit une période qui est plus difficile, plus angoissante. C'est de ne pas hésiter aussi à consulter au besoin. Mais c'est avant tout là d'apprendre à se connaître, puis des moyens moins, entre guillemets, drastiques que d'aller consulter nécessairement. C'est souvent la méditation, faire du yoga, gérer le stress et apprendre surtout à respirer. Oui, respirons. Voilà. Respirons. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de petits bobos qui peuvent se régler en respirant. Même au niveau physique, on dit souvent aux gens, tu sais, les gens, des fois, pensent qu'ils vont faire une crise cardiaque, je sais pas quoi. On dit, as-tu respiré? As-tu pris un verre d'eau? C'est juste... Assis-toi 2 secondes, ça se peut que c'est juste du stress, c'est juste... Les fameuses crises de panique. Ouais, et souvent, les hypersensibles auront peut-être un petit peu plus tendance que les autres là, à être plus enclins là, à développer de l'anxiété, puis certaines fois des crises de panique. Donc, ça peut se produire là, dans certains cas. Sais-tu si ça touche beaucoup de monde? Parce que c'est quand même dur à définir. Là. Je veux dire, on est tous un peu, des fois, hypersensibles selon les circonstances. On pourrait se reconnaître. C'est juste qu'il y en a peut-être des gens qui le vivent plus à long terme, mais j'ai l'impression que c'est difficile à quantifier, le nombre de gens qui ont ce trait de personnalité-là. Mais en effet, oui, c'est difficile à quantifier parce que, justement, c'est selon des circonstances et tout ça. Donc, c'est vraiment un trait de personnalité. Donc, il existe peu de statistiques là, à ce niveau-là. Mais ça touche quand même une bonne partie de la population, là. Oui. C'est ça. Il nous reste peut-être 3 minutes. Ève, est-ce que tu as des choses à ajouter? Évidemment, on va mentionner certaines références sur notre site web, comme d'habitude. Les gens qui veulent aller voir, au lieu de mentionner toutes les références en ondes, mais si jamais il y a quelque chose que tu veux rajouter en termes d'information, on va rappeler d'ailleurs tantôt l'endroit où on peut se trouver sur notre site web. Là. Absolument. Ben oui. Puis surtout, là, tu sais, au niveau des moyens, là, c'est de développer son empathie envers soi-même. Donc, d'arrêter de focaliser sur ce qui va pas, puis de s'émerveiller parce que les hypersensibles ont gardé vraiment leur esprit d'enfant aussi. Oui. Donc, ça, c'est une qualité énorme. Quand on garde son cœur d'enfant, on est plus créatif. Et puis, ben au niveau des références, là, en fait, j'ai trouvé sur meetup.com, en fait, des groupes aussi de partage et tout. Puis là, je le rappelle, donc il y a des façons de se reconnaître là, si on est hypersensible. Donc, est-ce que tu te sens empathique? Est-ce que tu te sens plus émotif? Est-ce que tu es une personne intuitive? Est-ce que tu es une personne solitaire? Donc, ce sont des indices qui peuvent nous démontrer qu'on est hypersensible. On est dérangé facilement par les sons. On peut être submergé par ses propres émotions et celles des autres. On est minutieuse. Donc ça, c'est une caractéristique là, précise. On est souvent, comme je l'ai dit, là, anxieux ou stressé. On a une bonne oreille. Puis on n'aime pas avoir à prendre une décision finale. Donc, les hypersensibles, ce sont souvent des gens qui vont travailler en équipe, mais qui vont pas nécessairement aimer avoir à trancher, là, si on veut. Parce que, justement, quand on est hypersensible, on veut un peu, heureusement ou malheureusement, plaire à tout le monde. Donc, c'est difficile là, pour les hypersensibles de trancher parce qu'on a peur de déplaire. Donc, ça, c'est une façon aussi parce que, des fois, à un moment donné, comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, c'est un trait là, de personnalité qu'on peut facilement là,
travailler, là, si on veut travailler sur soi. Je peux mentionner aussi, Ève, que les gens qui veulent en savoir plus, on va mettre quelques références au niveau de ce sujet-là. Donc, dans notre site web, antenne.qc.ca, on va dans la section mentionner à Folie douce, puis on cherche donc l'émission dans laquelle il y a ce sujet-ci, donc le trait de personnalité hypersensible avec toi, Ève Cardinal. Donc, il y aura certains liens qui seront disponibles. C'est plus facile, je pense, pour les gens qui puissent accéder justement, puis peut-être en savoir plus sur le sujet. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. As-tu 2-3 mots pour terminer cette chronique? Je vous dirais, on dit santé à notre hypersensibilité, hein, et puis on y voit là, les qualités, et puis on en fait un aspect là, positif. Et puis, un petit livre intéressant, là, c'est le guide de survie des hypersensibles empathiques. C'est un livre de Judith Orloff, donc ça, c'est un petit clin d'œil là, si on a envie de faire un peu de lecture, sur le sujet. Merci beaucoup, Ève. Ça me fait plaisir. Très intéressant. Merci. Bientôt. À bientôt. Bye. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. C'est maintenant le bloc Espresso allongé. Alors, Pierre, on continue le sujet entamé plus tôt, le bruit environnemental, qui me surprend parce qu'effectivement, c'est quelque chose un sujet que je n'aurais pas pensé, mais ça cause beaucoup de stress. Hein? Exactement, oui. J'ai pris toutes les informations que je lisais tantôt sur le site gouvernemental. C'est le site du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est msss.gouv.qc.ca. Et j'étais en train de... Est-ce que ça porte un nom en particulier si les gens veulent lire un peu la référence? Ça s'appelle Vision et orientation gouvernementale en matière de lutte contre le bruit environnemental au Québec. Puisque le gouvernement du Québec est impliqué. Oui, exactement. Oui. Alors, j'étais en train de parler d'une enquête qui avait été instaurée par le ministère de la Santé auprès de la population âgée de 15 ans et plus au Québec. Et on disait, au Québec, une personne sur 6 a rapporté avoir été fortement dérangée à son domicile par au moins une source de bruit environnemental. Les principales sources de bruit identifiées sont le bruit de voisinage extérieur, de la circulation routière et des chantiers de construction. Dans cette même enquête, près d'1 Québécois sur 5 a rapporté que son sommeil était souvent ou à l'occasion perturbé par le bruit environnemental. Surtout à certaines heures, le sommeil est plus léger. Fait que s'il y a un bruit qui se met de la partie, c'est sûr que ça nuit beaucoup. Là. Oui. Et il y a des conséquences sur l'économie. Et ces conséquences sont causées notamment par la diminution de la valeur foncière pour les milieux exposés et par les coûts de santé dus au bruit. Au Québec, ces évaluations seraient de, tiens-toi bien, de 830 millions de dollars. Ça, c'était pour l'année 2017. Qui sont les responsables de la gestion du bruit environnemental? Tous les paliers gouvernementaux, soit fédéral, provincial et municipal, partagent la responsabilité de gérer et de réglementer le bruit environnemental. Pour certaines sources de bruit, une collaboration internationale est aussi nécessaire, entre autres, concernant, on s'en doute, le bruit des avions. Au-delà de la responsabilité de l'encadrement du bruit par les pouvoirs publics, les promoteurs, les fabricants et les distributeurs ont aussi un rôle important à jouer. Et on se demande toujours si c'est si facile que ça à gérer, parce que, tu sais, est-ce qu'on a une gradation, de dire, à tant de décibels, c'est exagéré, ces choses-là. Je ne suis pas certain qu'on est si organisé au niveau des détails du son. Là, je n'ai pas ces détails-là ici, là, mais au niveau des décibels, je sais qu'il y a toutes sortes de critères, notamment pour les aéroports. Oui, de façon pour mesurer. Je sais aussi que des avions ne peuvent pas voler entre telle heure et telle heure. C'est pas toujours respecté. Là. Je pense avant 7 heures du matin, des fois. Il y a des questions de distance aussi par rapport à la ville, entre l'aéroport et la ville. Mais... en terminant, c'est important de dire qu'il est possible de porter plainte au sujet du bruit environnemental. On peut se rendre sur le site gouvernemental environnement.gouv.qc.ca. C'est le Centre de contrôle environnemental du Québec qui s'appelle le CCEQ du ministère, qui est responsable du traitement des plaintes à caractère environnemental. Vous devez donc vous adresser votre plainte au bureau du CCEQ qui dessert la région où se déroule l'activité faisant l'objet de la plainte. Et surtout, un bruit, j'imagine, qui est récurrent, pas un bruit, tu sais, parce qu'on souvent on dit appeler la police si jamais il y a un bruit... occasionnel, là, quelque chose qui est vraiment trop bruyant. Oui, dans certains cas, c'est vraiment du bruit qu'on appelle vraiment du bruit environnemental. Mais il y a une autre sorte de bruit, et ça, c'est le bruit de voisinage. Alors, dans un autre article,
J'ai trouvé un article qui s'appelle « Vos voisins et le bruit, 6 choses à savoir ». On nous dit que les problèmes reliés au bruit sont encadrés par les lois, les règlements municipaux et les règlements d'immeubles. Il se peut donc que les règles qui s'appliquent à votre cas soient différentes selon que vous vivez en ville ou à la campagne, ou dans un immeuble à logement ou en maison individuelle, etc. Et même certaines villes n'ont pas les mêmes règlements, même si des villes voisines. Là, exactement, oui. Donc, la loi ne prévoit pas d'heure à partir de laquelle il est interdit de faire du bruit. Oui, c'est une fausse croyance de dire après 23 heures, c'est pas vrai, ça. Oui, il y a beaucoup de variances. Le Code civil du Québec dit plutôt que les voisins doivent tolérer les inconvénients normaux du voisinage. Quelle que soit l'heure, vous devez respecter les règles du bon voisinage et endurer certains inconvénients, comme par exemple le bruit des chaises déplacées à l'heure du repas, par exemple. Troisièmement, le droit au silence complet n'existe pas. Le bruit ambiant fait partie des inconvénients normaux du voisinage, mais il arrive qu'un juge estime qu'un bruit est anormal. Pour le déterminer, il cherche à savoir si ce bruit est répétitif, combien de temps ça dure, s'il est imprévisible ou prévisible et s'il entraîne des conséquences sérieuses. Par exemple, si des citoyens se plaignent du bruit que fait un club de tir ouvert depuis des dizaines d'années, un juge pourrait décider que les voisins doivent tolérer les détonations pendant la journée, mais aussi que le bruit doit cesser le soir et pendant les vacances de la construction. On doit aussi prendre le temps de lire les règlements d'immeuble. Vous êtes locataire ou copropriétaire, votre règlement d'immeuble ou de copropriété contient peut-être des règles concernant le bruit. Il y a aussi la médiation citoyenne. Ça, c'est important. Ça, c'est important, c'est sûr. Oui. La médiation citoyenne, c'est une manière simple et avantageuse de régler un problème entre voisins. Dans la plupart des régions du Québec, des médiateurs aident les voisins à chercher des solutions, à sortir d'une impasse ou à dénouer les tensions. Cette démarche est souvent moins coûteuse, moins stressante et plus satisfaisante qu'une poursuite devant les tribunaux. La médiation citoyenne est gratuite. Communiquez avec un organisme de justice alternative du Québec. Oui, et communiquons ensemble. La communication pour vrai entre voisins, là, ça évite bien des conflits. Là. Avant que ça monte. Prévoir, je vais faire un party, je vais faire. Si on se parle, c'est déjà plus facile. Alors, ça aide un peu. Merci beaucoup, Pierre. Donc, un bon sujet, le bruit environnemental, la folie douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, merci beaucoup, Pierre Laporte, pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher ami. Ainsi que pour tes blocs espresso. Tu nous as parlé du bruit environnemental, un sujet étonnant, mais fort intéressant à s'intéresser. Ça touche beaucoup de monde. Oui, beaucoup de monde. C'est bien que surtout le gouvernement... dans le plateau. Oui, dans le plateau, tu sais de quoi tu parles, mais c'est bien que le gouvernement fasse attention à ça, parce qu'effectivement, il y a des bruits qui peuvent être diminués ou sinon carrément enlevés. Alors, ça peut juste être bon pour réduire le stress des gens. Donc, c'est vraiment intéressant. Notre invité en début d'émission, Pierre-Luc Latulippe, réalisateur du film documentaire Dehors, Serge Dehors, était des nôtres. Il nous a bien expliqué le film documentaire que j'ai beaucoup aimé en passant. C'est un film que je recommande. Notre collaboratrice Ève Cardinal était aussi des nôtres. Elle nous a parlé du trait de personnalité hypersensible. C'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir!